Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. Le projet de révision de constitution ou de la Constitution, il en sera question également aujourd'hui. Vous le savez, il sera soumis au vote du peuple le 1er novembre prochain, un choix hautement symbolique. Des modifications ont été d'ailleurs introduites dans le préambule où il est question de nouveaux référents constituants comme la proclamation du 1er novembre. Cette révision, vous le savez, a touché 6 grands chapitres. Aujourd'hui, nous évoquerons celui relatif à la séparation ou l'équilibre des pouvoirs pour construire un état de droit. Que va-t-on changer? Comment cette révision va-t-elle reconsidérer le système de gouvernance? Quelle voie va-t-on suivre pour le faire? Pour cela, nous décortiquerons les changements apportés au niveau de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Ahmed Trinissa. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Vous êtes enseignant en droit et juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous accueillons également M. Mohamed Berkour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Merci d'être avec nous, messieurs, pour tenter d'expliquer ou de vulgariser aujourd'hui les principes de cet équilibre des pouvoirs comme il a été constitué dans le projet de constitution. Alors la constitution reste la mère des lois. On le sait, nous n'en sommes pas à notre premier amendement ou révision aujourd'hui, la 10e. On en parlait tout à l'heure pour être plus précis. Qu'est-ce qui va changer avant de rentrer dans le vif du sujet pour cette fois-ci réellement et concrètement, M. Trinissa? Les changements apportés sont plusieurs. D'abord, sur le plan de l'organisation des pouvoirs. Tout en affirmant le principe de la séparation des pouvoirs, on a apporté un peu d'équilibre au pouvoir. Donc peut-être on va en revenir. Sur le plan des droits et libertés, on a ajouté une vingtaine de dispositions pour plus de droits et surtout plus de garanties. Sur le plan des principes, on a ajouté plusieurs principes. Par exemple, le principe de la transparence dans la gestion des affaires publiques, qui est ici, justement, parce qu'il faut voir la Constitution, le texte par rapport au contexte du Hirak, au contexte général de l'évolution de la société algérienne. C'est surtout sur 2 aspects, la séparation et l'équilibre du pouvoir et les droits et libertés, surtout sur le plan de la consécration d'une nouvelle liste et surtout l'apport de nouveaux garanties, surtout de type juridictionnel et procédural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une révision ou un amendement de la Constitution doivent prendre en compte le contexte politique ou sociétal actuel, M. Berkour. C'est de là qu'intervient aujourd'hui le nouveau projet de Constitution? Absolument. C'est une révision profonde et contextuelle, mais aussi c'est une révision qui vise à apporter des modifications aux différentes lacunes qu'on a observées et vécues pendant ces dernières années, notamment en ce qui concerne cette notion d'équilibre entre l'exécutif et le législatif, mais aussi avec plus d'indépendance affirmée du judiciaire. On a vu aussi, comme disait Si Ahmed, un renforcement visible de la nomenclature des droits et des libertés, mais aussi dans cette notion d'état de droit, il y a plus d'organes de contrôle, notamment constitutionnels, qui donneraient plus de stabilité systémique à l'État et à ses institutions. Aujourd'hui, pour arriver à un État de droit démocratique, cela se construit. Nous avons opté pour quel régime? Parce que tout n'est pas vraiment très clair. Est-ce qu'on est vers un régime qui tend vers le semi-présidentiel, vers le présidentiel? Est-ce que c'est nuancé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, la qualification elle est d'ordre, disons, doctrinal. Mais sur le plan de texte, on a opté pour un régime semi-présidentiel, mais qui peut balancer, évoluer sur un régime présidentialiste, dans le cas où la majorité est présidentielle. Donc, il est semi-présidentiel dans le cas où la majorité parlementaire elle est d'émanation de l'opposition. On va évoluer sur une présidentialisation si la majorité est présidentielle. Et donc, ça évolue, ça dépend des hypothèses. Il y a les 2 hypothèses. Il y a beaucoup de critiques sur ça, mais voilà, l'essentiel, c'est d'affirmer le principe de la responsabilité politique qui a été un peu une idée marginalisée. Et donc, c'est surtout ça. Donc, la qualification
ça peut évoluer entre les deux. On verra par la suite peut-être que le rôle que devra jouer le chef du gouvernement, le Premier ministre, dans les événements futurs qui sont attendus. Alors, Monsieur Berkour, semi-présidentiel, présidentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État reste fort. Il était important de le maintenir? Absolument. On vit dans un pays qui connaît beaucoup de mutations, à la fois mutation sociale, mutation économique, mais surtout mutation politique. On voit plus de débats sur la nature de la participation citoyenne qui a été réglée dans ce texte de la Constitution par une volonté de construire une démocratie participative, par le renforcement de la société civile, notamment par rapport à les articles 10 et 16, mais aussi par rapport à une certaine volonté de renforcer le rôle du Parlement, notamment de l'Assemblée populaire nationale. Revenons à la question sur le type de régime. C'est un régime présidentiel avec deux possibilités. Une possibilité avec un bicéphalisme fonctionnel, donc une majorité présidentielle, Premier ministre et Président de la République, mais aussi une deuxième possibilité qui est moins présidentialiste, lorsqu'on a un Parlement, plutôt une APN régi par une majorité présidentielle qui propose un chef du gouvernement, qui propose... Une majorité de l'opposition. Qui propose un chef du gouvernement, qui propose aussi un programme du gouvernement. On sera en face d'un bicéphalisme politique. Donc on serait donc plutôt moins présidentialiste, mais pas du tout parlementariste. Donc on est dans un régime semi-présidentiel, dynamique. Le seul objectif, c'est comment créer un équilibre entre les soucis de stabilité et les besoins de représentation effective des citoyens. Alors, vous le disiez à l'instant, si la majorité tend vers l'opposition, est-ce que c'est l'opposition elle-même qui devra proposer un nom pour le chef de gouvernement ? Qui devra, lui, à ce moment-là, appliquer le programme Dans toutes les expériences mondiales, quand on a une majorité parlementaire dans l'opposition, elle propose un chef de gouvernement, mais le chef de gouvernement doit former dans le texte de la Constitution son gouvernement dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. Sinon, c'est au président de la République de nommer un chef de gouvernement toujours de l'opposition. On voit dans des pays comme l'Algérie qui vit une dynamique politique et une volonté de se démocratiser davantage, beaucoup d'échecs du parlementarisme. On le voit pas très loin de chez nous, dans un de nos pays voisins, mais aussi on le voit dans des régimes plus nantis sur le plan démocratique. Le cas de l'Italie, par exemple, qui a connu plus de 50 gouvernements, moins de 50 ans. Donc c'est des cas à prendre en compte dans la formulation des choix politiques, mais aussi dans l'élaboration d'un programme, disons, visant la stabilité systémique de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un choix réfléchi, une démocratisation trop rapide, trop ouverte, aurait pu mener vers des conflits, comme vient de le citer M. Berkour? Oui, justement, on essaie de concilier, pour corroborer, donc concilier instabilité, inefficacité, un pouvoir étatique autour du président qui a des compétences propres, des pouvoirs propres, avec l'idée d'encadrer la dynamique, comme disait mon ami, donc la dynamique sociale qui va être portée par des élections, par des partis au niveau du Parlement. Donc on essaie de concilier deux pour élargir d'abord la représentation et surtout il y a un choix stratégique depuis longtemps, c'est qu'il faut un pouvoir politique fort autour d'un président qui est au-dessus des partis, c'est-à-dire qui garde le pouvoir étatique, le pouvoir avec des compétences propres, peut-être on va en revenir. Oui. Et ça, c'est le pôle de la stabilité, de la continuité, et au-dessus, et voilà un président qui arbitre, qui est engagé pour la Constitution, pour la stabilité, et pour tenir compte des aspirations démocratiques. Donc, s'il y a une disposition claire que le président, dans le projet de loi, ou la loi plutôt, une option pour reconnaître l'opposition dans le pouvoir, c'est-à-dire un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire ici, ou émergé. Donc c'est la société. Donc on revient
quand même ces aspirations démocratiques sont prises en charge. Oui. C'est-à-dire on essaie de, tout cela sera déterminé de garder avec les élections législatives. Un équilibre dynamique, c'est-à-dire c'est-à-dire l'imitation, une accélération de l'histoire, c'est-à-dire essayer de stabiliser, de canaliser, de ne pas tuer la dynamique sociale qui doit être portée par le politique. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter le politique, oui. Tout ce qui est militantisme, pour pouvoir enfin concilier tout ce qui est légitimité et surtout efficacité. Très bien. Alors, on disait, aujourd'hui, l'État reste fort. On tend vers peut-être le régime présidentialiste ou semi-présidentialiste. Tout dépendra après, on verra avec les élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, il était important de réhabiliter le rôle du Parlement qui va jouer un peu ce rôle de garde-fou et qui avait disparu un peu de la scène politique ces dernières années? Il était important de le constitutionnaliser ou de lui redonner ses prérogatives, M. Berkour? Ce texte de révision de la Constitution préconise, sans le citer, le système semi-présidentiel. Donc ce système, le Parlement algérien, donc c'est un Parlement bicaméral, la première chambre de ce Parlement, c'est l'Assemblée populaire nationale, qui incarne véritablement la souveraineté du peuple. Donc c'est en quelque sorte la chambre d'écho de la société civile, de la société politique et de la citoyenneté proactive en général. Pour ce texte de la Constitution, on voit qu'il y a un renforcement clair des prérogatives du Parlement, notamment en ce qui concerne le contrôle. Il y a un certain nombre d'instruments et de mécanismes de contrôle qui ont été... qui lui permettent de contrôler l'activité des pouvoirs publics. De l'exécutif, oui. Notamment par l'encadrement des interactions entre l'APN, notamment l'APN et le Parlement général, et l'exécutif par un certain nombre, comme je dis, un certain nombre d'instruments, les questions orales et écrites avec une date butoir de 30 jours, 30 jours maximum pour les réponses. On le voit avec les missions d'information, avec les commissions d'enquête, avec les possibilités aussi de motions de censure, de vote de confiance. Donc il y a un certain nombre c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui est appelé à rendre des comptes devant absolument, le Parlement. Il doit rendre des comptes effectifs, parce que les gens commencent dès le début par l'adoption de son plan d'action. Donc le plan d'action du gouvernement, au programme du gouvernement en cas de majorité parlementaire. Puis il y a aussi la déclaration de politique générale chaque année. On voit aussi, comme je le disais, à la fin des débats sur la politique générale, la déclaration de politique générale, une possibilité de motion de censure ou même une demande du gouvernement ce qu'il y ait un vote de confiance. Dans ce texte aussi, il y a cette capacité des députés à faire deux choses, à initier des lois. Donc l'Assemblée générale peut initier l'Assemblée populaire nationale ou les membres du Conseil de la Nation pourraient avoir l'initiative pour proposer des initiatives de loi qui doivent aussi être étudiées par le Conseil des ministres, mais aussi qu'ils soient source de saisine du Conseil constitutionnel. Oui. 40 députés ou 25 membres sénateurs pour permettre une plus grande interactivité entre les différents pouvoirs constitutionnels, mais aussi pour pouvoir renforcer le niveau de performance générale des institutions. Renforcer le pouvoir législatif, c'est ce qui permet aujourd'hui d'aller vers un État de droit démocratique. Oui, bon, d'abord, la Constitution fonde l'article 16 qui fonde l'organisation de l'État sur le principe de la représentation démocratique, la séparation des pouvoirs, la justice sociale et la garantie des droits. Donc, il faut peut-être... C'est les principes qui président à l'élaboration de l'architecture, disons, des pouvoirs et surtout la garantie des droits. Donc, justement, comme disait mon ami Mohamed, on a réinstauré le principe de la responsabilité politique du gouvernement. On a réintroduit. Donc c'est déjà un acquis. C'est-à-dire un gouvernement qui sera issu nécessairement du gouvernement, et ce n'était pas le cas avant, en 2016 et avant même. Et donc le renforcement surtout, c'est une tendance mondiale. C'est-à-dire le gouvernement doit être efficace surtout, il doit être surtout contrôlé. Donc on a un gouvernement dans l'action et un Parlement dans le contrôle. Donc voilà un schéma presque managérial, c'est-à-dire pourquoi pour passer
des querelles partisans, idéologiques qui peuvent entraver la marche régulière des institutions. Et donc, le renforcement des capacités du Parlement à contrôler, surtout en matière de finances publiques, la loi de règlement budgétaire. Donc, tout ça avec peut-être l'aide de la Cour des comptes. Donc on est en phase de... Aujourd'hui, on parle de la protection du peuple et de la nation. C'est-à-dire que là, même tout ce qui est dilapidation de deniers publics... Bien sûr, c'est surtout en amont. C'est-à-dire la loi de finances, par exemple, l'année. C'est déjà le contrôle en amont. Il y a le contrôle en aval, la loi de règlement budgétaire. Et donc ça institue un contrôle le passage d'un contrôle de responsabilité politique à un contrôle presque d'efficacité de l'action publique. Aller vers une bonne gouvernance, oui, plus de transparence. La bonne gouvernance carrément efficace, plus que politique. Elle est aussi, on est dans la recherche de l'efficacité. La légitimité et aussi l'efficacité. Ou surtout, on a essayé de balancer une balance du pouvoir. Une balance du pouvoir. Parce que le pouvoir est qu'un, en fait. Il y a les séparations du pouvoir. C'est une expression utilisée par un éminent juriste français. Les séparations du pouvoir. C'est pour instaurer l'équilibre entre le législatif et l'exécutif. Et surtout, dans la fonction législative, il y a un partage de cette fonction. C'est-à-dire le Premier ministre a l'initiative des lois et aussi les députés et les membres du Conseil de la Nation. D'où l'importance aussi de la moralisation de la vie politique. C'est très important aujourd'hui si on veut aller aussi vers ce rétablissement de confiance qui a été fracturé, qui a une rupture à cause du passé, Monsieur Berkouk. Et puis maintenant, tout reposera sur les législatures à venir, c'est-à-dire qu'ils auront un rôle important à jouer pour rétablir cette confiance et pousser à la bonne gouvernance comme il est attendu. J'estime qu'en ce qui concerne la moralisation de la vie politique, ça ne commence pas seulement au niveau du Parlement, ça commence au niveau disons, de développer une certaine volonté de créer une nouvelle culture politique et managériale. Donc c'est en commençant par une moralisation de la sphère publique, donc les partis, les associations, aider à créer des vecteurs de socialisation politique plutôt morale. Le rôle du Parlement dans ce sens est pratiquement ancré à trois niveaux. Le premier ancrage, c'est dans le choix des parlementaires, un choix qui doit être étudié, rationnel, mais plutôt aussi moral. Le deuxième, c'est par rapport aux pratiques. Donc, il faut qu'il y ait une rupture avec les anciennes pratiques. Absolument. Par rapport aux pratiques qui doivent être gouvernées à la fois par un code de déontologie, mais aussi par des lois, des lois contraignantes et préventives. Troisième, on voit dans ce texte de la Constitution un certain nombre aussi d'instruments qui visent à moraliser la sphère publique, notamment par la création de cette autorité indépendante de prévention et de lutte contre la corruption. Il y a un certain nombre de textes aussi en ce qui concerne la redynamisation de la Cour des comptes. Mais parler de moralité politique, c'est aussi arriver à créer une nouvelle culture politique par, comme disent les Anglais, par une nouvelle politique des 3 P. C'est un nouveau choix de personnel politique, un nouveau choix de programme politique, un nouveau choix aussi des priorités préventives pour y arriver à créer un véritable état de droit où la compétence, l'égalité des chances, l'équité sont des règles à respecter par tout le monde. Monsieur, vous pensez qu'aujourd'hui, le choix des politiques reste important Oui, justement, il faut réhabiliter le politique, c'est-à-dire réhabiliter le militantisme au sein des partis, les associations. Pourquoi? Pour justement réguler les rapports sociaux. On n'arrive pas, justement, avec la dynamique, l'accélération de l'histoire, on n'arrive pas à gérer facilement à partir d'un Parlement. Il faut une démocratisation par le bas, la démocratie participative, surtout au niveau décentralisé. Donc, il faut créer une dynamique, en fait. C'est une dynamique totale. Pourquoi? Parce que sur le plan institutionnel et juridique, l'Algérie a adopté plusieurs traités sur la corruption, la lutte contre la corruption. Le traité de 2003 de l'ONU, le traité africain, le traité arabe, et on a quand même formé
pour justement combattre et instaurer les règles de la transparence. Transparence qui était une règle, c'était une règle de la gestion publique, économique, surtout économique. Ça participe, l'économique, ça participe aux politiques. Donc l'assise juridique est là pour le renouvellement de la scène politique? Oui, la volonté politique. Et justement, ce qui compte, c'est la volonté politique. L'assise juridique. Oui, oui. Et l'assise juridique, il faut le parfaire, mais il existe. Oui. Il existe. Beaucoup de choses, beaucoup d'enquêtes ont été en fait diligentées par les services, mais à un moment donné, ils ont été gelés. Donc, on connaît l'histoire. Donc, il y a même des gens qui ont été des juges, des organismes qui ont quand même reçu beaucoup de formations, beaucoup de choses. Donc il faut potentialiser, valoriser, augmenter la capacité des acteurs de lutte contre la corruption. Et surtout instaurer, à titre préventif, une gestion transparente des affaires publiques. Toutes les décisions publiques doivent être publiques, il doit être tout repose sur ça. La concertation, la gouvernance totale. La gouvernance, c'est la comptabilité, c'est la transparence, c'est l'efficacité. Alors le règlement de cette crise de confiance est aujourd'hui une condition sine qua non si on veut édifier l'Algérie nouvelle. Et ceux qui enfreignent la loi ne pourront plus se cacher derrière leur immunité ou leurs influences? Absolument. Je crois que le Hirak crée plutôt une rupture de confiance, et non pas une crise de confiance. Une rupture de confiance par rapport à un certain nombre de pratiques, par rapport à des dépassements, des abus, des pratiques malsaines, mais aussi des volontés qui existaient et qui avaient en quelque sorte créé une crise de gouvernance réelle. Dans ce texte de la Constitution, on voit déjà un certain nombre d'articles nouveaux. L'article 10, par exemple, par rapport à la société civile, l'article 57 par rapport aux partis politiques. On voit aussi un certain nombre d'articles concernant cette volonté de donner plus d'importance au rôle de la jeunesse, plus d'importance à la représentation politique. Redévelopper, revisiter la notion de confiance politique nécessite au moins 4 choses. La première, c'est un discours vrai. Il faut développer cette notion d'un discours qui pourrait être accepté par le citoyen, un discours réaliste, réalisable. La deuxième chose, et la chose la plus importante, c'est des pratiques saines par un personnel plutôt nouveau et sain. Troisième chose, c'est des institutions qui respectent les lois et la Constitution. La quatrième, et c'est la chose la plus importante, c'est l'inclusivité des approches. Il faut que les approches de gouvernance doivent être inclusives. Et je crois que l'approche par rapport à la Constitution et sa révision par voie référendaire, c'est une approche inclusive. Quand je lis l'article 10 et l'article 16 et l'article 57 et d'autres articles, il y a cette volonté de faire une réingénierie des institutions politiques par l'inclusion et par la représentation et par la redevance des élus devant les citoyens, mais aussi par une responsabilité politique. C'est la notion d'un nouveau système politique qui répond aux exigences nouvelles de la société, mais aussi qui répond aux différentes mutations que le monde vit actuellement. Reconstruire cette confiance doit être aussi une priorité, non pas seulement pour les institutions de l'État, mais pour tous les acteurs capables de créer un nouveau consensus national sur les priorités de l'État. On vit une situation inédite de notre histoire. C'est pour la première fois qu'on a vécu pratiquement 14 mois de rupture de cette confiance. La reconstruire nécessite l'engagement de tous les citoyens capables d'apporter un plus pour cet État. Et parmi les mécanismes, parce qu'on parle du rôle du parlementaire aujourd'hui qui est important, à réhabiliter le politique, je le disais, donc ne pourra plus se cacher derrière son immunité. Puis il y a le renouvellement de la scène politique qui est aussi consacré, puisque, c'est rare dans d'autres pays, le parlementaire n'aura plus le droit il sera tenu par la limitation des mandats. Lui aussi. Si vous permettez, parce que je n'ai pas répondu à votre question. En ce qui concerne la responsabilité des parlementaires, les articles concernant l'immunité de 2016 avaient défini le champ d'exercice de cette immunité. C'est l'expression, la liberté d'expression et les actes liés
au rôle du parlementaire, mais pas se cacher derrière cette immunité pour commettre des crimes ou des délits. L'article concernant la limitation des mandats, madame, il faut lire ce texte à partir de deux angles différents. Le premier angle, c'est cette volonté de créer une nouvelle condition pour une circulation des élites. On voit pratiquement une absence de circulation depuis 20 ans. C'est la première chose. C'est une règle, c'est pour donner plus de crédibilité. Cette rupture de confiance. Absolument. C'est pour donner plus de crédibilité aux institutions de représentation, notamment le Parlement. Et le deuxième point de vue, c'est un point de vue purement constitutionnel. Il y a une lecture qui a été faite par la commission de Venise sur les constitutions, mars 2019, où il y a un débat assez poussé sur le besoin de créer un certain équilibre entre le droit à la représentation et les droits civiques et politiques. En ce moment, on voit que notre volonté nationale de créer de nouvelles institutions plus performantes, plus accessibles, plus redevables, plus responsables et plus représentatives, de mon point de vue, nécessite un certain nombre de garanties, notamment par une garantie, ce qu'il n'y ait pas de monopole de postes et positions, comme on l'a vu depuis pratiquement 4 mandats législatifs. Et un mécanisme qu'on ne voit pas partout, qui a été très difficile à faire appliquer dans d'autres pays. Et on va aborder peut-être la question maintenant de l'indépendance de la justice, qui a été également consacrée dans ce projet de constitution. Le législateur constitutionnel a accordé un intérêt particulier dans le projet de la révision de la constitution à la faveur de la révision de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, où on éloigne cette fois-ci le ministre de la Justice, car il fait partie du pouvoir exécutif, et l'augmentation du nombre de magistrats. Est-ce que cela aidera à consacrer la séparation entre les pouvoirs et consacrer l'indépendance de l'appareil judiciaire, Monsieur Trinissa? Oui, au moins il a consacré une indépendance organique. Donc, c'est la gestion des carrières des magistrats, la discipline, elle est entre les mains des représentants des magistrats et surtout de la société civile aussi. Le président de la République reste le premier magistrat du pays, pour le rappeler. Le premier magistrat, c'est un terme peut-être qui n'est pas en fait... la magistrature en France, c'est-à-dire c'est le pouvoir suprême, c'est pas là en fait comme magistrat. Il est garant de l'indépendance de la justice, donc c'est normal. Et c'est le rôle du chef de l'État, le rôle qui est au-dessus des pouvoirs pour assurer l'indépendance. Et pourquoi il est président? Il est presque président symbolique, parce qu'il peut céder cette fonction et nommer le magistrat ou le vice-président du Conseil. Le projet, carrément, il a apporté vraiment une garantie supplémentaire, une garantie organique, à la limite, même fonctionnelle, tout ce qui relève de la gestion des carrières des magistrats, de leur discipline est garanti par le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, quand même, c'est une innovation extraordinaire. Donc, cela peut créer un équilibre entre les pouvoirs. C'est une garantie supplémentaire, M. Berko? Je crois que la révision la composante du CSM, donc on a le président de la République qui est premier magistrat dans un sens non pas organique mais politique. On a le président de la Cour suprême, le président du Conseil d'État, 15 juges, puis le président du Conseil national des droits de l'homme. Donc c'est une composante qui vise à essentiellement garantir à la fois l'indépendance de la justice et l'indépendance des juges. Parce que auparavant, le CSM était presque comme une commission de discipline. Et c'est pour ça que dans cette Constitution, on voit qu'il y a un certain nombre d'articles qui visent à renforcer cette notion d'indépendance de la justice. La protection du juge, qui ne doit répondre qu'aux lois. Qu'aux lois et sa foi. On voit aussi, il y a pour la première fois un article, je ne me rappelle pas de cet article, mais il y a pour la première fois cette notion d'assesseur populaire qui pourrait aider les juges. Donc c'est une nouveauté dans ce texte, qui est presque une pratique dans le monde anglo-saxon, qui vise aussi à donner plus de crédibilité à l'appareil judiciaire, mais aussi plus d'apport
d'apport aux juges. L'autre chose qui est importante dans ce projet de texte, madame, c'est par rapport aussi aux règles constitutionnelles qui garantissent l'indépendance du juge et sa probité. Parce que beaucoup de débats, on a vu beaucoup de débats pendant notamment l'année 2019 sur non pas seulement le rôle des juges, mais plutôt par rapport à la protection, à leur protection dans leur profession, mais aussi par rapport à la protection des résultantes de notre justice nationale. Alors la volonté de soumettre les pouvoirs ou tous les pouvoirs à la suprématie de la Constitution dont ils doivent respecter les dispositions était à l'origine de ce remplacement du Conseil constitutionnel par la Cour constitutionnelle avec l'élargissement de son champ de contrôle pour se prononcer par décision sur la constitutionnalité des traités et des lois et des ordonnances et des règlements. La Cour constitutionnelle devra jouer quel rôle réellement pour expliquer aux téléspectateurs aujourd'hui? D'abord, le Conseil a quand même avait une compétence, disons, un peu large. Mais cette fois-ci, on a agi sur deux plans. C'est-à-dire sur le plan de la nature de l'organe, on a transformé carrément le Conseil en Cour constitutionnelle, donc avec toutes les garanties. Et ça implique une procédure constitutionnelle. D'abord, il contrôle la constitution des lois, des ordonnances. C'est un peu l'arbitre en cas de conflit. C'est cette nouvelle mission, c'est-à-dire on a carrément inscrit noir sur blanc que la Cour constitutionnelle est le régulateur des pouvoirs publics, le régulateur de l'activité normative, donc juridique, des pouvoirs publics, donc le législateur surtout et l'exécutif. Et donc c'est un rôle déjà consacré, mais à titre un peu résiduel. Mais cette fois-ci, elle a reçu quand même une promotion. Donc, elle est carrément constitutionnelle. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, elle a été confiée à la Cour disons une nouvelle mission, c'est d'interpréter les dispositions qui sont peut-être obscures, qui sont peut-être mal interprétées, surtout par rapport au contexte algérien. On a vu qu'on a presque d'immobiliser l'Algérie du fait qu'on n'arrive pas à interpréter la continuité de l'État. Et on a assisté à une paralysie du Conseil qui n'avait pas en fait une compétence carrément claire dans la Constitution. Mais cette fois-ci, on a réglé ça, justement en prévision de... Il peut être saisi par les pouvoirs publics, le président de la République, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, ou les députés, ou alors les présidents des deux chambres. Voilà. Il y a une différence entre l'exception d'inconstitutionnalité, où là, c'est le justiciable qui saisit le Conseil le Conseil constitutionnel qui deviendra la Cour constitutionnelle. Dans le cas où les droits du justiciable ne pourraient pas être conformes au texte de la Constitution. Mais, pour la Cour constitutionnelle, elle peut être saisie par les pouvoirs publics. La saisie, il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Mais si vous me permettez juste de revenir un peu à la composante aussi de ce Conseil constitutionnel qui est, pour la première fois, on voit les critères de sélection du président de la Cour constitutionnelle être au même niveau que celle du président de la République. Donc, hormis le critère d'âge qui est 50 ans au lieu de 40 ans, les autres critères sont les mêmes pour le président de la République. Donc, c'est une nouveauté, c'est une garantie que la personne qui pourrait être la troisième personne dans la ligne de succession doit être au même niveau en matière de critères de sélection. Deuxième chose, on voit dans cette composante, il y a déjà six membres qui sont élus parmi un collège de constitutionnalistes, de professeurs de droit constitutionnel. C'est la moitié. Le suffrage... Bon, ça va être un peu difficile, mais c'est une nouveauté. 50 ans, dans minimum 20 ans d'expérience dans le domaine constitutionnel. Donc ce n'est plus un choix qui est fait d'une manière presque aléatoire. De l'ordre du Conseil... Il y a des conditions. Il y a beaucoup de critères de conditions. De l'ordre du Conseil constitutionnel, je crois qu'il a pratiquement trois grands rôles.
Le premier est politique, c'est en cas de crise politique. Oui. Comme nous avons vécu avec le Parlement également. Absolument, empêchement, vacances, démission, décès, etc. Oui. Le deuxième, c'est par rapport aux engagements internationaux de la justice, c'est par rapport aux traités. Troisième, c'est par rapport aux lois organiques, lois et ordonnances. Le texte de la Constitution a élaboré un certain nombre de garanties pour que cet organe de contrôle soit un organe de respect des règles constitutionnelles et des engagements aussi internationaux de notre pays. Alors il y a aussi cette question fondamentale on va en parler aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comment faire en sorte que les textes d'application aussi, parce qu'aujourd'hui, on demande au gouvernement d'apporter également des textes d'application qui n'ont pratiquement jamais vu le jour de par le passé. Aujourd'hui, il est essentiel que les textes d'application soient élaborés. Justement, pour le respect de la légalité et la constitutionnalité. On a des lois qui sont restées sans texte d'application, qui n'ont jamais pu être appliquées. Et donc, c'est un non-respect de la loi, et donc non-respect de la représentation nationale, de la souveraineté. Et donc, c'est une injonction constitutionnelle. Donc, chaque loi doit être présentée avec ses textes d'application. Et aussi, le Parlement peut aussi contrôler l'application des lois. Avant, ce n'était pas possible, mais cette fois-ci, c'est la Constitution carrément qui apporte cette nouveauté pour pouvoir carrément suivre, contrôler efficacement l'activité, surtout l'activité juridique du gouvernement. Et donc, pour revenir sur le citoyen ne saisit pas directement le Conseil. C'est indirectement à travers la justice. Oui, à travers la justice, bien sûr, qui doit remettre sa demande au Conseil constitutionnel. Oui. La corruption aussi, constitutionnalisée aujourd'hui, cela fait partie aujourd'hui des garanties pour établir un état de droit, rétablir la confiance. Plusieurs mécanismes ont été encore cette fois-ci mis en place pour justement faire ce rôle ou tenir ce rôle de garde-fou. Il était essentiel de le constitutionnaliser. Absolument, parce qu'on a vécu plusieurs années de corruption presque généralisée, où les citoyens et les institutions se sont retrouvés face à un phénomène qui a gangréné notre société. Deuxièmement, si on veut parler d'une réingénierie démocratique de l'État et de ses institutions, il faut qu'il y ait un modèle de gouvernance par confiance et par performance. Les deux sont totalement liés. Donc c'est pour donner plus de crédibilité aux institutions et pour rendre nos institutions et nos à différents niveaux plus performants, il faut créer un certain nombre de mécanismes. On le voit dans ce projet, l'autorité indépendante de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et l'autorité nationale indépendante des élections. Mais aussi on parle aussi de protection des deniers publics et de l'argent public et la lutte contre les flux de fonds, etc. Si on n'arrive pas à en finir avec cette corruption, au moins à la contrôler, c'est tout le processus qui serait en quelque sorte entaché. Et c'est pour ça qu'il y a cette approche globale. C'est une approche très rationnelle et très intelligente qui veut essentiellement protéger à la fois les institutions, protéger à la fois les biens et les deniers publics. La Cour des comptes qui a été réhabilitée également, qui doit tenir son rôle. Mais aussi créer un climat de confiance presque structurel pour un mode de gouvernance, comme je disais, démocratique et redevable. La Cour des comptes a été presque absente pendant très longtemps. Hormis les projets de règlement budgétaire qu'on voit pratiquement chaque année, la Cour des comptes était marginalisée. Et je crois que dans ce texte, il y a une véritable volonté de lui donner toutes les prérogatives nécessaires pour une gestion plus saine de la sphère publique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'une révision générationnelle et non conjoncturelle ? Bon, ça dépend. C'est la concrétisation de la Constitution. Donc, c'est la volonté des acteurs politiques et sociétaux. C'est
La Constitution, elle est là, elle recèle des potentialités, des verticalités énormes en fait. Une fois le dynamique enclenché par des élections nationales, locales, donc avec la société civile comme un acteur principal, c'est-à-dire comme on passe d'une citoyenneté politique à une citoyenneté active, plus active sur le plan politique et sur le plan social. Donc, on a institué l'organe, un organe, l'observatoire. Hein. Oui, justement, c'est ça la citoyenneté, c'est la responsabilité. Oui. C'est pas le citoyen passif, le citoyen qui revendique, c'est le citoyen qui participe. C'est ça la démocratie participative. C'est qui participe à la définition des politiques publiques, sur le plan surtout local, comment il participe dans le diagnostic, dans la recherche des solutions, dans l'exécution, dans l'évaluation. Donc, la Constitution a presque un système de contrôle global. Donc, c'est presque une boucle qui est bouclée pour asseoir une gouvernance nouvelle, carrément, sur le plan local, sur le plan national. Donc, c'est une dynamique qui relève de la concrétisation. C'est aux acteurs de s'activer. La Constitution, c'est un cadre, en fait. C'est un cadre qui va être activé, si vous voulez, concrétisé par les acteurs. Il faut un peu de temps. Il faut donner du temps au temps. Générationnel ou conjoncturel, ou qui ne soit pas conjoncturel? Je ne crois pas qu'elle est générationnelle ni conjoncturelle. Chaque constitution doit être contextuée et doit être revue. On parle aujourd'hui avec la crise politique actuelle aux États-Unis, avec la maladie de Trump, du 25e amendement. Carrément, hein, 25e amendement. Quand on parle de l'Angleterre, qui n'a pas de texte unique de la Constitution, c'est pratiquement un nombre de textes depuis 1215. Quand on parle d'autres États, il y a toujours cette volonté soit d'amender, soit de réviser. On a fait des amendements auparavant en 2002-2008, on a fait une révision en 2016. Cette fois-ci, c'est une révision profonde de la Constitution qui touche à la fois à la nomenclature du droit et des libertés, mais aussi à l'équilibre des pouvoirs. C'est pour cela qu'il y a cette volonté pour la 5e fois en Algérie de partir vers un référendum. Elle n'est pas générationnelle parce que sinon il y a toujours cette volonté de revoir cet équilibre. Cet équilibre, donc c'est aussi touché à la stabilité des institutions. Il y a une vision pour faire une réingénierie du système politique selon des règles démocratiques, participatives. C'est pour cela qu'il y a, comme disait Si Ahmed, un certain nombre de nouveaux acteurs constitués dans la Constitution, la société civile, l'article 10. La facilité de création des associations par simple déclaration. Voilà. Mais il y a aussi, il faut faire la nuance entre société civile et acteurs politiques des partis. Les partis, dans ce texte, il y a une volonté déclarée aussi de consolider leur rôle par la notion d'équité entre les différents partis, pour qu'il y ait plus de transparence, pour qu'il y ait une possibilité de faire émerger une nouvelle élite politique. Donner la chance aux petits partis politiques. Absolument. C'est pour ça qu'il y a cette possibilité, ou cette probabilité, qu'il y a un bicéphalisme politique entre un président de la République d'une couleur politique et un Parlement avec d'autres couleurs politiques. Donc c'est une constitution dynamique qui vise à créer un nouveau cadre d'engagement de tous les acteurs civico-politiques dans ce pays. Alors l'amendement de la Constitution est un pas essentiel sur la voie de la nouvelle République. Elle devra également être suivie d'une large révision de l'arsenal juridique. Absolument. Après chaque amendement, je crois qu'il y a un certain nombre de la loi électorale qui est référents dans ce texte. Il y a la loi organique des élections, il y a aussi une révision de la loi organique des associations, des partis politiques, d'information, mais aussi il faut qu'il y ait cette révision d'un certain nombre de textes et même de règles de procédure plus tard, par exemple par rapport au règlement intérieur des deux chambres du Parlement, qui doivent être aussi révisés. Il y a un grand besoin de les mettre aujourd'hui en conformité avec la Constitution. La loi sur les associations, la loi sur les réunions et manifestations publiques, la loi sur l'audiovisuel. Donc il y a pas mal de textes qui doivent s'adapter pour concrétiser la Constitution.
L'autorité nationale indépendante des élections a été constitutionnalisée en vue de renforcer son indépendance pour qu'elle s'acquitte de cette mission, lui attribuant un plein pouvoir pour la gestion du processus électoral depuis son début jusqu'à l'annonce des résultats. Cette fois-ci, l'ANI qui se retrouve elle aussi citée cette fois-ci dans la Constitution et qui reprendra son travail très bientôt pour le référendum avec la campagne de sensibilisation qui se lance dans 2 jours. Aujourd'hui, séparer l'administration aujourd'hui de tout contrôle sur les élections était important. Absolument, on l'a vu avec la loi organique, la loi organique constituant l'ANI en septembre. Qui a déjà joué un rôle dans les élections présidentielles. En septembre 2019, elle a déjà commencé à faire son travail en supervisant la révision, organisant la supervision la révision exceptionnelle des listes électorales. Et je crois que l'ANI, de par ses prérogatives, va essentiellement donner plus de gages de crédibilité aux élections, aux différentes élections et échéances à venir. Ça a commencé avec les élections présidentielles du 12 décembre passé, mais aussi par ce référendum du 1er novembre. L'ANI a une très lourde responsabilité à la fois juridique, mais aussi une très lourde responsabilité politique, parce que c'est le premier gage pour la sécurité démocratique des institutions. Et dans ce texte de la Constitution, déjà dans le préambule, il y a cette notion, cette volonté à la fois de sécuriser les lois, donc la sécurité des lois pour la pérennité, pour qu'il n'y ait pas d'instabilité dans nos systèmes juridiques, mais aussi pour créer les conditions primaires, je dis bien conditions primaires, pour le renouvellement des instances élues par des élections transparentes, disons honnêtes, et sans qu'il y ait sans qu'il ne soit entaché ni de fraude, ni de système de quotas, ni par l'argent. Crédibiliser aujourd'hui les élections est une nécessité. Oui, c'est une nécessité absolue en fait. Ce qu'on nous a manqué depuis longtemps. Donc c'est normal pour la reconstruction de l'État. On ne peut pas dire on est building state. C'est trop fort, mais quand même on est en phase. C'est-à-dire qu'il faut que l'ANI soit en phase avec la société. La société exige de l'honnêteté, de la transparence, de l'efficacité pour passer à autre chose. Pour passer... Rétablir déjà la confiance. Oui, d'abord la confiance qui conditionne tout. Mais il faut passer au débat public, c'est les politiques publiques. On est en retard un peu, il faut quand même se lancer. Oui, on est en retard, il faut asseoir rapidement des institutions crédibles, disons honnêtes, avec des gens honnêtes et compétents pour passer pour affronter les enjeux, les challenges sur le plan international, sur le plan national, économique, sanitaire. Donc, ça presse, il faut passer à l'étape supérieure. Oui. Alors, est-ce que, d'après tous les mécanismes qu'on vient de citer, qui ont été mis en place dans le projet de révision de la Constitution, vous pensez... Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de réellement concrétiser cet équilibre des pouvoirs ? L'équilibre de pouvoir dans la Constitution est défini. C'est inscrit, noir sur blanc. Après, il faut le réaliser, le concrétiser. Cela dépendra aujourd'hui de la volonté politique, de l'alternance politique, de tous ces paramètres. Absolument. Il y a dans toutes les démocraties naissantes, il y a un certain nombre de critères qui doivent être respectés. Le premier, c'est un texte clair, une constitution claire. Dans cette constitution, déjà, il y a 2 variables, 2 alternatives possibles, avec un système présidentiel, disons, c'est un système présidentialiste et un autre système moins présidentialiste. Déjà, il y a cette possibilité d'envisager une situation où l'opposition pourrait constituer son gouvernement. On le voit aussi par un certain nombre notamment l'article 116 de cette Constitution concernant la protection des droits de l'opposition parlementaire. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi arriver à développer une logique politique basée sur une véritable représentation citoyenne, en commençant par cet instrument qui est l'ANI. Troisièmement, et c'est la chose la plus importante, c'est par le strict respect des lois
Donc c'est essentiellement encadrer les pratiques et comportements des gouvernants. Le quatrième critère, qui est un critère aussi très important, c'est la notion de, comme c'est Ahmed, accountability. C'est que les gouvernants doivent être redevables, en commençant par l'exécutif et en finissant avec le premier palier de nos institutions, l'APC par exemple. Et le dernier point, c'est le point le plus important, c'est donner plus d'importance et plus d'indépendance à notre système judiciaire, parce que c'est la première garantie pour cette stabilité à la fois dans notre système juridique, mais aussi dans l'enracinement de nouvelles pratiques plus saines et très respectueuses à la fois des droits et libertés, mais aussi qui trouvent toujours au service de l'État et du peuple. Alors il nous reste juste quelques minutes pour terminer. On a commencé peut-être par la fin, on va remonter au préambule. Vous l'aviez cité tout à l'heure. Si on venait à le comparer avec l'ancienne Constitution, le texte a cette fois-ci des référents constituants dans le préambule, comme je le disais à l'annonce au début de l'émission, comme la proclamation du 1er novembre. Le chef de l'État avait annoncé à ce propos que l'Algérie a grand besoin de bases solides sur lesquelles reposera la Constitution consensuelle dont l'esprit est inspiré de la déclaration du 1er novembre qui rassemblera tout le monde et nourrira l'espoir en l'avenir. Monsieur Trinissa, c'était important aujourd'hui de constitutionnaliser cette proclamation du 1er novembre 1954. Bien sûr. En France, dans le problème, ils ont constitué la déclaration de l'an de 1789, la Constitution 46. Il fallait quand même constituer la proclamation parce qu'il a fait consensus dans l'histoire entre toutes les forces. Donc, on a besoin d'un consensus. Oui. Donc, sur la base d'un consensus déjà acquis, les Alliés se reconnaissent tous dans la déclaration de novembre. Donc, c'est un socle, c'est un point, c'est un réservoir. Voilà, c'est un cadre plus qu'historique. C'est-à-dire, on peut s'inspirer à la limite. Surtout la déclaration qui a quand même, par rapport au débat actuel, elle a quand même fait consensus. Oui. Donc c'est déjà, en principe, le préambule fait partie de la Constitution. Donc dans la réalisation, la concrétisation, la jurisprudence qu'on va voir avec la Cour constitutionnelle, ça va activer quelques principes, beaucoup de principes. Et parmi les principes, peut-être les principes contenus dans la déclaration de novembre. On termine sur ce plan, M. Berkour, la proclamation du 1er novembre dans la Constitution. C'est un référent historique, c'est un référent rassembleur de tous les Algériens, mais on voit aussi dans ce texte, c'est la constitutionnalisation du Hirak. Oui, c'est pour dire aussi que cette volonté d'asseoir une véritable démocratie qui répond aux aspirations de tout un peuple. Merci messieurs d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir essayé d'éclairer le public sur ce projet de révision constitutionnelle qui sera soumis, je vous le rappelle, au vote du peuple le 1er novembre prochain. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie, au revoir et à très bientôt.